Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Week-end. Dans cette émission, nous allons vous donner des idées de sortie pour cette fin de semaine et nous reviendrons sur l'actualité. Nous recevrons aussi aujourd'hui 4 invités. À mes côtés déjà Sylvie Launa, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'Yvelines Tourisme et vous venez nous présenter un nouvel événement pour les férus de gastronomie, Goût d'Yvelines. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure aussi, nous recevrons Geneviève Morel, professeure de français au lycée Émilie de Breteuil. Colline Tré, élève de seconde de ce même lycée, et Salah Alamdani, écrivain irakien en exil depuis 38 ans en France. Tous trois nous parleront d'une exposition sur les écrivains persécutés qui s'est tenue cette semaine à Saint-Quentin en Yvelines. Mais pour commencer, une autre exposition, on le surnomme le soigneur de rue, Manutention répare à l'aide de ses pansements rouges les blessures des villes. Dans le cadre de l'exposition Action Réparation, ces différentes interventions sont présentées jusqu'au 24 novembre à la Commanderie des Templiers à Elancourt, une exposition qu'ont suivi pour nous Aurélia Debussy et Élodie Moine. Il arpente les villes et intervient partout où l'espace public présente des blessures, des plaies non refermées, des structures cassées et les répare. Emmanuel Bayon, alias Manutention, présente jusqu'au 24 novembre à la Commanderie des Templiers à Elancourt l'exposition Action Réparation. À travers des photos, vidéos ou encore témoignages d'habitants croisés lors d'interventions, l'exposition présente ces installations éphémères en bois rouge qui interpellent et questionnent sur l'espace qui nous entoure. Sécuriser en fait l'endroit en premier lieu. Donc via l'intervention, le pansement de secours, je viens sécuriser un endroit et à la fois c'est aussi d'interpeller un regard sur la blessure de la ville et la plaie qu'elle peut avoir. Le rouge est la couleur qui marque aussi une attention. C'est une couleur qu'on remarque, qu'on ne peut pas rater, qui attire le regard. Mais le rouge, c'est celui aussi de la Croix-Rouge qui renvoie à ma déambulation en tant qu'infirmier des rues ou chirurgien urbain. Et à la fois aussi ce rouge, ce pansement, ça renvoie à une blessure. Des pansements rouges qui se posent, s'encastrent ou sont fixés avec de la ficelle pour combler les manques. Ça pointe le doigt sur un dysfonctionnement, mais c'est pas ce que je mets en avant en premier. Ce que je mets en avant en premier aussi, c'est le fait de solutionner l'espace abîmé. Je pense aux cabines téléphoniques. Il est toujours plus agréable de téléphoner derrière une porte. Je dirais d'avoir ce côté plus intime dans la cabine, avec le bruit des voitures passantes ou du vent dans le combiné. Parce que l'espace qui nous entoure, je trouve ça que c'est une question assez importante. Et comment aussi rendre un espace vivant, comment lui apporter une vie. Je trouve que ça, oui, c'est quelque chose en fait, j'ai envie aussi de questionner le citoyen sur ces aspects-là. Un nouvel événement pour tous les amateurs de gastronomie, Goût d'Yvelines. Avec nous pour en parler, je le disais, Sylvie Launa. Alors, des bonnes recettes, des bons produits du terroir, des astuces culinaires, il y en a pour tous les goûts. Et ça commence dès dimanche, je crois, le premier grand moment, c'est la Battle des chefs à Versailles, Sylvie. Oui, alors c'est une battle qui a lieu au Palais des Congrès de Versailles et qui va proposer, comme à la télé, des battles de cuisiniers amateurs qui vont être coachés par des chefs, des grands chefs du département. Ils sont au nombre de 4. Les chefs en question vont aussi faire des démonstrations. Donc ça va durer tout l'après-midi, c'est gratuit et c'est au Palais des Congrès à partir de 14h dimanche. Au menu aussi, il y aura des produits du terroir yvelinois. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, les produits du terroir, ce sont les spécialités locales. Alors, on n'a pas l'impression, comme on est un département d'Île-de-France, à côté de Paris, qu'on a vraiment des produits locaux, mais si, on en a. Et c'est justement pour le prouver qu'on organise cet événement. De même qu'à la Battle, on va utiliser des produits du terroir. Eh bien, nos restaurateurs yvelinois avaient la tâche importante de proposer des menus entrée, plat, dessert avec des produits du terroir. Alors ça peut être le noyau de Poissy, ça pouvait être les truites fumées de la pisciculture de Villette ou la bière vol céleste de la vallée de Chevreuse et bien d'autres encore. Ils avaient 12 produits dans lesquels ils devaient puiser pour faire cette entrée, ce plat et ce dessert. Et puis enfin, il y aura aussi des animations diverses et variées autour de la gastronomie durant ces 3 semaines.
Absolument. Donc, nous avons un certain nombre d'animations, d'ateliers, notamment à Carrières-sous-Poissy. On propose des menus, des menus sucrés salés qui peuvent être réalisés avec un chef qui vous coach, là encore. Ça s'appelle Absolument Gourmand. Donc, ce sont des cours de cuisine. Et donc, ça fait partie du programme de notre événement Goût d'Yvelines. Et puis, à la suite de ça, on peut aussi cuisiner des légumes d'antan avec les légumes de panier bio. Donc, vous repartez avec vos graines et avec vos recettes. Et puis, vous avez un cours de cuisine à faire avec ces fameux légumes d'antan. Et puis, notre manifestation Goût d'Yvelines, c'est aussi des visites dans des sites touristiques du département sur le thème de la gastronomie. De même, c'est le cas au château de Breteuil, puisqu'on vous présente la gastronomie de la Belle Époque au château. Donc des visites guidées et puis des contes gourmands pour les enfants. Et puis bien sûr toujours les traditionnels contes de Perrault qui se passent au château de Breteuil. Un cours de cuisine aussi Made in USA avec oui, Let's Cook in English. C'est ça. Donc encore un autre style de cours de cuisine. Alors Let's Cook in English, c'est une américaine, Terry Mutton, qui propose ça. Et là, elle va vous présenter les plats que l'on peut traditionnellement faire au moment de Thanksgiving. Thanksgiving, c'est le 4e samedi de novembre. Et donc, elle va vous présenter tout ça à l'occasion de Goût d'Yvelines. Donc, c'est même international, notre événement. Un goûter à la bergerie nationale aussi. Oui, alors les enfants, ils trouvent aussi leur compte puisqu'on va leur proposer de fabriquer eux-mêmes leur goûter à base de produits de la bergerie nationale. Ça sera un repas tout chaud. Ils seront absolument fiers de montrer à leurs petits copains ce qu'ils ont pu se fabriquer eux-mêmes à la bergerie nationale à l'occasion de cet événement. Une dégustation de vin au Caseau dehors de la Forestière. Alors, quand on parle de gastronomie, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi, on est en France, de penser au vin. Donc, Caseau dehors et la Forestière, qui est un restaurant du département à Saint-Germain-en-Laye, va proposer des dégustations de vin. Ils ont 30 000 bouteilles dans leur cave. Et donc, on découvrira tout ça en y allant et on savourera les vins délicieux qui se trouvent dans leur cave. Donc c'est extrêmement varié cet événement Goût d'Yvelines. Donc et vous pouvez tout retrouver sur le blog goudyvelines.fr. Et on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, Sylvie. Bien sûr. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. On passe à la suite de l'actualité. Vous avez pu le constater, il a beaucoup plu ces derniers jours dans les Yvelines, mais désormais la pluie ne devrait plus être un problème pour les cyclistes. Un inventeur des Essarts-le-Roi, dont la société est implantée à Trappes, a mis au point un dispositif anti-pluie pour les vélos. Une invention originale que nous vous proposons de découvrir en images avec Claire Cambier et Jonathan Villeman. Sur la selle de ce vélo, Arnaud Sarfati ne manque pas d'attirer les regards. Cet inventeur nous présente ici son dispositif anti-pluie et anti-froid spécial cycliste. Habitué du 2 roues, Arnaud en avait assez d'être mouillé. Après un an de recherche, il pense avoir trouvé la solution. Un projet fou ? Je pense que la folie, l'inconscience, c'est un peu le propre des chefs d'entreprise et des créateurs. C'est-à-dire que oui, ça fait peur, mais derrière chaque porte, on voit d'autres choses. Et tant qu'on n'a pas franchi la première porte, quand on crée une entreprise, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc l'idée, c'est il y a une part de folie et d'inconscience, j'en suis conscient. Mais si on ne se lance pas, on ne sait jamais si ça peut aboutir. Cet ingénieur n'en est pas à sa première création. Il y a plus de 10 ans, il lance un des sites leaders de covoiturage. En 2012, il vend cette société. C'est aujourd'hui le début d'une nouvelle aventure. Pour arriver à mettre au point ce système anti-pluie, Arnaud a commencé par réaliser différents prototypes. Tout a commencé chez lui, aux Essarts-le-Roi. Donc là, je suis dans mon garage. J'ai fait beaucoup de pièces avec quelques outils. Donc un étau, un poste à soudure, une paire de pinces et puis du fil de métal. En plus des structures métalliques, il fallait imaginer une tente. Une couturière voile l'a aidé, puis il a fait appel à des industriels pour la construction. Une quinzaine de prototypes ont été réalisés avant d'arriver au projet final. Alors, comment ça marche ? Explication en images. Première étape, la pose des armatures. Donc le principe, c'est que ça se monte très simplement et sans outils, en fait, c'est ça.
Ensuite, on installe la toile. Différents modèles existent pour s'adapter aux différents vélos existants, VTT, de ville et même pliables. Des crochets permettent à la tente d'être tenue et 2 baguettes maintiennent la structure du dispositif. 1,50 m de long pour 1,10 m de hauteur. Voilà, donc là il est prêt à partir. Pour se faire connaître, il se balade en ville protégée du Rouveby et raconte ses aventures sur son blog. Ce créateur propose dès aujourd'hui ses différents modèles en 4 coloris, comptez 98 €. Il a reçu une dizaine de commandes et compte s'attaquer aux pays nordiques. J'ai développé 2 pages, une en allemand, une en anglais, pour que le site internet réponde aussi au référencement dans les différentes langues et qu'il soit visible donc, et accessible par ces différents pays. Avec un investissement de 100 000 €, Arnaud espère atteindre l'équilibre d'ici 2 à 3 ans. Lundi, c'était le 11 novembre. Une grande collecte de documents de la Première Guerre mondiale se déroule partout en France jusqu'au 16. Parmi les points de collecte, la structure municipale Mémoire de Trappes. Nous y avons rencontré Anne-Marie Laroche, dont le grand-père a été mobilisé pendant 4 années, Catherine Zulato et Jonathan Villeman. Anne-Marie Laroche tient dans ses mains des cartes postales. Elle tient aussi le livre de compte de son grand-père, Louis, qui dirigeait avant la guerre une entreprise de maçonnerie. Jusqu'au mois de juillet 14, disons, tous les ouvriers, le nom des ouvriers, les jours de travailler, la paye, les nombres d'heures et tout. Donc ça c'est juillet 1914. Et quand on voit août 1914, il n'y a plus rien, c'est fini. Anne-Marie a retrouvé toute la correspondance de son grand-père parti au front à l'âge de 38 ans. Il écrivait à sa femme, restée à Saint-Arnoux en Yvelines, et à son jeune fils, Pierre, de 8 ans. C'est vrai qu'il était très triste de partir, mobilisé et de quitter sa famille. Et puis, quelques objets aussi qu'il avait façonnés au front, parce qu'il disait parfois que les journées étaient très longues et qu'ils s'ennuyaient parce qu'ils n'avaient rien à faire. Le temps de monter. C'est paradoxal de savoir qu'il y en a qui se faisaient tuer sur le front et que lui restait à attendre en fait en arrière de monter au front. Il écrivait très souvent qu'il était en bonne santé pour rassurer sa famille et leur faire leur faire savoir qu'il était toujours en vie, c'était très important. Et surtout, il attendait beaucoup de nouvelles de sa famille. Donc souvent, il répétait « j'ai pas reçu de carte aujourd'hui, peut-être en aurai-je demain ». Les conditions atmosphériques difficiles, la pluie, la boue, le froid, la neige, le dégel. Il disait que le dégel était pire encore que le froid et la neige. C'était épouvantable, de la boue partout. Il ne s'en sortait pas, voilà. Bon, ce qu'il mangeait, je ne sais pas, parce que jamais il en parlait. Il ne se plaignait pas. Anne-Marie a aussi retrouvé une décoration obtenue par son grand-père. À un moment, il y avait les chevaux aussi, qui étaient très importants pour cette guerre. Et à un moment, les chevaux, ils étaient dans un endroit où ils n'avaient plus pas à boire. Il fallait absolument trouver de l'eau pour abreuver la cavalerie. Et mon grand-père, qui était dans le génie, a creusé un puits et a trouvé de l'eau pour abreuver ses chevaux. Il a été décoré pour cette raison. Pour moi, c'est très important d'honorer la mémoire de mon grand-père, que je n'ai pas connu puisqu'il est mort, j'avais 6 mois. Donc, je redécouvre mon grand-père et j'en suis très heureuse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des écrivains en prison. Cette semaine, une exposition rendait hommage aux écrivains persécutés à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. À mes côtés, pour en parler, 3 invités. Geneviève Morel, professeure de français au lycée Émilie de Breteuil. Bonjour. Bonjour. Colline Tré, qui est élève de seconde de ce même lycée. Bonjour Colline. Bonjour. Et Salah Alamdani, écrivain, comédien et metteur en scène. Bonjour Salah. Bonjour. Alors avant de commencer, un petit rappel des chiffres qui sont édifiants. Depuis novembre 2004, d'après le comité de peine international, pas moins de 699 écrivains ou journalistes ont été attaqués, harcelés, enlevés, jetés en prison ou menacés de mort. 12 ont disparu, 28 ont été tués. Les derniers en date, c'est Ghislaine Dupont et Claude Verlon, nos confrères de RFI, exécutés au Mali début novembre. La liberté d'expression est donc toujours en danger. Geneviève Morel, avec la Maison de la Poésie, vous êtes à l'initiative de cette exposition. Est-ce que c'est important de sensibiliser les jeunes sur ce thème ? Oui, je pense que c'est très important parce que la littérature est une arme pour aider justement à la liberté d'expression. Ça, on ne le dit pas toujours dans les lycées parce qu'on a à parler d'une littérature un peu différente. Et faire cette exposition, pour moi, c'était un moyen de montrer à mes élèves et au lycée qu'on pouvait donc lutter pour la liberté d'expression, lutter avec une arme pacifique, puisque ce sont les mots, mais que cette arme avait un drôle d'impact.
parce qu'on sait que depuis longtemps, les gens ont été pour cela torturés, emprisonnés, voire tués. Alors justement, dans cette exposition, que peut-on y trouver? Qui peut-on y retrouver? On peut y retrouver des écrivains de plusieurs générations. Donc on a des textes de Pablo Neruda, par exemple. On a des textes aussi de García Lorca, donc qui sont des écrivains d'une autre génération. Je pense aussi à Robert Desnos, bien sûr. Et puis on a des textes de poètes contemporains. Et ça, pour moi, c'est très important de les montrer. Je citerai par exemple Abdelatif Lahabi, et aussi peut-être René Despestre pour Haïti, comme Abdelatif pour le Maroc. Les jeunes se sont-ils montrés réceptifs, notamment la venue de Salah, je crois, qui est venu cette semaine dans votre lycée? Oui. Alors oui, je crois qu'il y a eu 3 ressentis en fait de la part des jeunes. D'abord, ils se sont sentis solidaires quand ils ont monté l'exposition. Ils ont compris donc l'impact de la littérature. Ils ont eu envie de la montrer aux autres étudiants. Deuxième chose, ce sont les brigades d'intervention poétique. Donc ils ont mené à bien en intervenant dans les classes. On voit votre petit badge. Voilà, notre petit badge, oui, les BIP, brigades d'intervention poétique. Voilà, ça l'a oublié. Émilie Solidaire, tout à fait. Donc là, je dirais qu'ils ont endossé quelques minutes, finalement, la peau de ces écrivains persécutés. Donc c'était très fort pour eux. Et puis alors la dernière chose, la grande émotion, la rencontre avec Salah, 1h30 de discussion, d'entretien. On a vu quelques images d'ailleurs de cette rencontre, oui. On en verra peut-être encore tout à l'heure. Je voulais poser justement la question à Colline. Colline, qu'en as-tu pensé de cette exposition? Moi, je pensais que c'était une bonne cause qu'on a fait cette exposition parce que c'est injuste que des écrivains soient persécutés juste parce qu'ils donnent leur opinion. Et qu'il y a toute la classe qui a bien participé et que ça nous a permis de tous nous unifier pour cette cause. Alors je sais que tu as réalisé toi l'affiche de cette exposition. On va la voir à l'antenne. Je vais essayer de bien la mettre pour qu'on la voit bien. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as voulu nous montrer avec cette affiche? Tout d'abord, c'était plus pour attirer les personnes vers notre exposition qu'on a mis dans le hall du lycée. Et puis là, j'ai voulu mettre beaucoup de rouge parce que c'était d'abord la couleur principale de l'exposition, mais aussi parce que ça représente... On voit aussi les mains liées. Oui, ça, c'est parce que ça représente le mot emprisonné, parce que comme dans les prisons, ils ont des menottes, etc. Et puis... Bon, en tout cas, merci. C'est une très belle affiche et merci d'avoir participé. Je me tourne maintenant vers Salah Al-Hamdani. Alors, on va déjà faire un rapide portrait. Vous êtes né en 1951 à Bagdad, en Irak. À 20 ans, vous êtes fait prisonnier politique sous le régime du parti Baas et du dictateur Saddam Hussein. Déjà, pour quelles raisons vous enferme-t-on à l'époque? Parce que tout simplement, j'étais engagé dans l'armée à l'époque et je suis allé dans le nord de l'Irak, qu'on appelle aujourd'hui le Kurdistan. Et à ce moment-là, je me suis révolté contre mon propre camp. C'était l'armée irakienne, vu que j'étais soldat, et j'ai commencé à sauver des enfants kurdes contre le régime, parce que les enfants kurdes étaient torturés et persécutés dans des camps militaires de l'armée irakienne. Et c'est en prison que vous commencez à écrire? C'est en prison que j'ai découvert les mots poèmes et la poésie en même temps, parce que je ne savais rien. En fait, j'étais d'une famille très, très modeste. Nous ne connaissons ni les livres, ni les stylos, ni les journaux, ni les magazines, etc. On n'avait pas de télé ni radio. On était 10 personnes tassées dans une petite pièce. Et donc, en fait, c'était pour moi le paradoxe, découvrir la poésie en prison. C'était un moyen d'évasion. C'était votre moyen d'évasion. Disons que c'était la seule chose que j'avais sous la main pour me révolter contre la dictature et les salauds. Alors, vous vous exilez en France ça fait maintenant 38 ans, vous êtes exilé en France. Je sais qu'en 2004, vous retrouvez votre famille après la chute du dictateur Saddam Hussein. Comment ça se passe, justement, ces retrouvailles? C'est tout simplement que quand j'ai quitté l'Irak, en fait, je suis sorti d'une image qui était il tourne. Et je suis parti en France. Et quand je suis revenu pour voir ma mère, en fait, plutôt qu'autre chose, je suis rentré dans une image. Et l'image commence à bouger, sauf tout simplement que j'ai rien trouvé, j'ai rien reconnu à ce moment-là, au fait. Je voulais qu'on finisse, qu'on termine par un poème. Je sais que vous nous avez amené quelque chose. Oui, parce qu'en fait, j'ai amené mes 3 derniers ouvrages.
Repartir Ok. le jour, c'est 2013. Bagdad-Jérusalem, à la lisière de l'incendie, c'est avec un poète israélien, justement, c'est là où c'est important, trilingue, hébreu, arabe, français, Ouais. et Les Balayeurs du désert. Tous ces 3 livres, ils sont chez Bruno Doucet. Je vais vous lire juste un poème, Allez, un petit poème rapidement. rapidement. L'après-midi, on est parti sans raison, voir le soleil disparaître derrière la mer. On s'est installé sur un escalier en pierre. Un enfant ici, moi à s'écouter, et l'autre plus loin, nous demandant où était passé le nôtre. Les chiens, eux aussi, avaient regagné leur place, et le sable nous dérobait ce qu'il restait devant. Alors, j'ai revu mes parents, qui couraient là-bas, sous les bombes. Je me suis souvenu d'hier, et j'ai encore pensé à toi, mon amour. Merci beaucoup, Salah Hamdani. On rappelle ce soir, 20h, Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec Amnesty International et Le Pen International. À Guyancourt, la soirée des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. On vous donne rendez-vous, bien sûr, au programme Salah Hamdani, que nous avons avec nous, Tahar Bekri, un poète tunisien, Zeynep Oral, un journaliste, et Dinou Flamand, un poète roumain, le tout accompagné musicalement par Ndezwani. Voilà, j'espère que j'ai tout bien prononcé. Merci à vous d'être venus sur ce plateau, merci beaucoup. Nous, on enchaîne après la poésie, le cinéma, un documentaire sur Bob Marley ou un autre sur le voyage dans la Lune de 1902. Ce sont les coups de cœur de Gaël Pinault du grenier à sel à Trappes. Sélection. Le coup de cœur de cette semaine, ce n'est pas un coup de cœur, c'est plusieurs coups de cœur, puisque je vais parler d'une manifestation qui s'appelle le Mois du documentaire. C'est une manifestation nationale dans laquelle on met en avant des films documentaires. On n'a pas l'occasion d'en passer beaucoup au cinéma, et pourtant il y en a des très bien. Donc au mois de novembre, ce mois-ci, au Grenier à Sel, nous avons Marley, donc un documentaire réalisé par Kevin MacDonald sur Bob Marley. Kevin MacDonald, c'est le réalisateur du Dernier roi d'Écosse. Et là, donc, Kevin MacDonald a été voir la famille de Bob Marley et a récupéré des archives personnelles pour faire son film. Donc ce sont des images uniques et un point de vue unique sur ce personnage. Le film, c'est à partir du 13 au 19 novembre au Grenier à Sel. Il dure plus de 2 heures, voilà, je préviens, et il est en version originale. Le dernier film du mois du documentaire au Grenier à Sel, c'est Le Voyage extraordinaire, suivi du Voyage dans la Lune. Le Voyage extraordinaire, c'est un documentaire donc, qui parle de la restauration du film de Georges Méliès qui date de 1902. Le Voyage dans la Lune, dont on connaît très bien l'image. C'est le premier film, le premier blockbuster international, il date de 1902 et on l'a cru pendant très longtemps, on l'a cru perdu et il a été retrouvé il n'y a pas très longtemps en mauvais état par hasard. Et donc il a été numérisé, restauré, recolorisé, puisqu'il faut savoir qu'à l'origine il était en couleur et il était peint image par image à la main. Et il y a une nouvelle musique qui l'accompagne, une musique composée par le groupe électronique R. Et donc ce film-là, nous on le conseille, même les enfants peuvent le voir, parce que c'est vraiment une très belle histoire, une très belle leçon de cinéma. Et nous l'avons donc au Grenier à Sel, du 20 au 26 novembre. Voilà, profitez-en. C'est la fin de cette édition. Nous vous souhaitons à tous un excellent week-end. Rendez-vous lundi en direct dès 18h pour le 7-8 L'Actu et à 18h30 pour le 7-8 Sport. À bientôt, salut.